Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du patrimoine des 12 candidats à la présidentielle. Bon, un petit article sur RFI qui est sympa. Et je voulais juste faire mes remarques, d'accord, de manière assez neutre. Tout d'abord, mon premier constat, c'est que le gros des candidats, le gros de leur fortune, c'est l'immobilier, ou il est investi dans l'immobilier. Deuxièmement, on voit que la bourse est inexistante, ce qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que ils sont quand même au plus haut niveau de l'État, ils vont peut-être exercer la fonction suprême, mais derrière il n'y a pas cette ce réflexe d'investir en bourse. Et c'est problématique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, plus que jamais, l'investissement est important. C'est-à-dire que on va rentrer dans une ère où les retraites sont de plus en plus en difficulté. Et donc, ne pas investir son argent, ne pas savoir comment investir son argent, ne pas prendre les mesures nécessaires pour investir son argent, ça peut vous mettre dans une situation compliquée. Je m'explique. Aux États-Unis, plusieurs études, il y a une étude de Ernst & Young, qui est un grand cabinet, qui a montré la chose suivante, que 75% d'Américains ne pourront pas ou n'auront plus d'argent bien avant leur mort. Ils n'auront plus aucun actif. Ce qui veut dire qu'aux États-Unis, travailler après 75 ans, ça va devenir banal. Ça va devenir la norme. C'est déjà le cas aux États-Unis. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous allez dans les supermarchés, vous allez avoir des personnes qui ont 70, 75 ans, 80 ans qui travaillent. Vous allez dans tous les hôtels, vous allez voir des personnes âgées qui travaillent. Et c'est choquant, surtout, par exemple, si vous êtes en Europe, à Dubaï, on voit pas beaucoup de personnes âgées, on n'en voit pas du tout même, parce que ça reste jeune, c'est une immigration de travail, donc c'est différent. Mais aux États-Unis, c'est déjà normal. Et en fait, c'est le monde de demain. Moi, j'ai été à Hong Kong. Hong Kong, c'est l'une des villes les plus riches au monde. Et vous voyez des personnes âgées travailler. J'étais à Singapour, on voit des personnes âgées travailler. Donc, ça va devenir de plus en plus la norme. T'as 70 ans, t'as 80 ans, en Europe, en France, tu vas devoir travailler, malheureusement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut clairement une éducation financière. Et qui est le mieux placé pour réellement inspirer et influer? Je peux pas vous dire ma chaîne YouTube, non. Ça reste une chaîne YouTube modeste, etc. par rapport aux enjeux. Non, ce sont des hommes politiques et les femmes politiques. Et je pense qu'effectivement, ils sont bien placés pour. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier ensemble le patrimoine. Et puis, bien évidemment, je vais vous donner mon avis, etc. Alors, Valérie Pécresse, donc les Républicains, 9,7 millions d'euros, bravo. C'est elle qui a le plus gros patrimoine. Donc, elle a un patrimoine de 9,7 millions d'euros. Elle a 3 maisons, un terrain pour 4,3 millions d'euros. Son mari bosse dans l'entreprise General Electric. Il possède 6,5 millions d'euros en assurance vie. Je pense que les Técaniens vont bondir, ils vont se dire wow, what the, et stock options, actions, compte courant, etc. Voilà. Mais parce que justement son mari, qui est un cadre dans General Electric, et donc bien évidemment, il a pas mal d'argent, mais par le biais de son job et parce qu'effectivement, il est dans le monde du privé. Elle est également endettée de 811 000 euros pour un prêt immobilier, et ça c'est sa rémunération. Alors, ceux qui me disent les hommes politiques gagnent beaucoup d'argent, je leur dis ha ha ha. Ceux qui me disent ouais, les hommes politiques ils se ha ha ha, d'accord? Valérie Pécresse, vu son calibre, je pense qu'elle est diplômée d'HEC, l'ENA, elle a quand même une grosse carrière, elle devrait gagner beaucoup plus. Donc, mais c'est le problème également, c'est-à-dire qu'il y a deux cultures, et c'est vrai qu'en France, l'argent est encore tabou, et c'est vrai que les hommes politiques, on pense qu'ils gagnent énormément d'argent. Non, ils gagnent pas énormément d'argent. Après, il se trouve que elle est quand même héritière. Je pense que son père, c'était un prof d'université, que elle doit avoir un patrimoine. Son mari, il a une belle carrière. Donc, il se retrouve avec quelque chose d'assez correct. Mais on voit bien que la rémunération n'est pas énorme
pour quelqu'un de son calibre. C'est mon humble avis. Deuxièmement, Éric Zemmour, 4,2 millions d'euros. Moi, je pensais que c'était plus, hein, Éric Zemmour. Pourquoi? Parce que vu les centaines de milliers de livres qu'il a vendus, je me suis dit waouh. Et je me suis dit waouh, le mec normalement il devrait vraiment gagner beaucoup de fric parce qu'il a vendu des centaines de milliers de bouquins. Et j'ai même été étonné par ses droits d'auteur. Je vais vous dire pourquoi. Donc il est copropriétaire à Paris de 5 appartements, de 27 à 101, montant de 2,8 millions d'euros. Il détient 90% du capital de sa maison d'édition. Alors ça, c'est très intelligent de sa part, parce qu'auparavant, il travaillait avec des maisons d'édition, et il y a une maison d'édition qui l'a un petit peu boycotté, etc. Il a dit, bon, allez vous faire voir, je vais créer ma propre maison d'édition. Il avait raison. Donc sa maison d'édition, 1,5 million d'euros, d'accord, et 2 assurances vie, ainsi que des comptes bancaires, pour un total de 457 000 euros. Mais on voit pas ici de compte en bourse, de PEA, rien. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Et les assurances vie, pour ceux qui maîtrisent un petit peu, c'est des frais de gestion énormes. C'est pas du tout un bon placement. Voilà. Après, il y a peut-être des raisons pour tout ce qui concerne l'héritage et compagnie, mais sur un plan investissement pur, d'accord, en action, parce que souvent les assurances vie c'est sur des obligations, c'est un très mauvais placement. Mais bon, Éric Zemmour, alors là c'est génial. En 2021, il a perçu 180 000 euros net de la part de sa maison d'édition et 62 000 euros du quotidien Le Figaro pour son poste de journaliste dont il a démissionné le 31 août. Donc, récapitulons un petit peu. Donc Zemmour, il a gagné 60 000 euros, donc ça c'est son salaire, et sinon les droits d'auteur 180 000 euros. Alors pourquoi je dis c'est étonnant? Parce que moi perso, j'ai touché environ 82 000 euros de droits d'auteur en 2021, d'accord? Je ne suis pas Éric Zemmour, j'ai pas la notoriété d'Éric Zemmour, j'avais pas le battage médiatique qu'a reçu Éric Zemmour, et ces bouquins se sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Moi, j'ai pas des bouquins qui sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires, mais j'ai reçu, malgré tout, 82 000 euros de droits d'auteur en 2021, ce qui est énorme. Alors, j'étais prof agrégé en France. Je gagnais environ, alors quand j'ai démarré, je devais gagner 1800 euros, mais après voilà, ça devait tourner autour de 2000 euros. Et après, quand j'ai quitté la France, j'ai dû gagner, voilà. Mais ça, c'était moins de 2000 euros par mois, d'accord? Et quand on touche ça, 82 000 euros, ça veut dire que c'est presque 4 fois mon salaire ou mon traitement, d'accord? Dans le cas d'Éric Zemmour, 60 000 euros, de salaire de journaliste au Figaro, à 60 piges. Journaliste star. C'est pas le journaliste, non, c'est genre la star du journalisme. Le gars, il a ses émissions de télé, il a une grosse notoriété, il se présente à la présidentielle, c'est pas rien. 60 000 euros. Je dis ça parce qu'aux États-Unis, un gars comme Zemmour ou une star de la télé, etc., te ferait des 600, 1 million et plus facilement aux États-Unis. Donc c'est assez étonnant d'avoir ce type de salaire. Enfin moi je suis assez étonné. Et les droits d'auteur sont de 180 000 euros, c'est-à-dire fois 3. Et pourquoi j'insiste sur les droits d'auteur? Parce que moi je suis également un auteur, pas dans le même domaine, mais je suis un auteur également, et les droits d'auteur sont important. Alors bien sûr, j'ai envie de décortiquer ça. Droit d'auteur, c'est un travail, c'est une rémunération sur la propriété intellectuelle. Tu écris un bouquin ou voilà. Et souvent, beaucoup d'auteurs, ils gagnent 0, d'accord, ou ils ont une rémunération très faible. Donc les bouquins ne font pas gagner leur vie aux gens, d'accord. Tu peux pas gagner ta vie avec des bouquins. Maintenant, tu as les stars. T'as les Marc Lévy et compagnie qui gagnent des fortunes grâce à leurs bouquins. Et t'as des hommes politiques, alors pas tous, hein, mais t'as des hommes politiques, je pense De Villiers, il a dû gagner énormément d'argent. T'as également François Bayrou, il a gagné énormément d'argent. Donc il y a des gens, des hommes politiques, hein,
qui gagnent très 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 bien leur vie grâce à leurs bouquins. Donc les bouquins, ça devient des droits d'auteur et ça remplace largement ta rémunération, ton salaire, ton traitement, tout ce que tu veux. Et c'est une activité que tu fais à un certain moment. Alors tu n'investis pas de l'argent, mais tu investis ton temps. C'est comme un business également, hein. C'est le temps que tu vas investir. Tu vas pas nécessairement investir de l'argent, mais du temps. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que quand Zemmour, il a eu, les propos qui sont de dire je démissionne du Figaro, et il a dit voilà, j'ai quitté une situation confortable. Oui, certes, mais c'est 60 000 euros, sachant que 180 000 euros, c'est largement supérieur à ce que il touchait en tant que journaliste. C'est x3, c'est 3 années de salaire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est beaucoup plus parce que comme il a une maison d'édition, donc peut-être qu'il s'est versé une partie, peut-être, j'en sais rien. D'accord? Moi, je pense que c'est plus. Mais je pense qu'il a dû se verser une partie, mais c'est 3 fois son salaire de journaliste. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je le dis souvent, l'investissement est supérieur au gagner plus, à savoir ton salaire. L'investissement. Et l'investissement, ça peut être de l'investissement en temps, d'accord? Écrire un bouquin, créer un logiciel, créer un programme ou développer un programme, etc., etc. Donc ça peut être du temps ou ça peut être de l'argent. Et quand on parle de l'argent, bien évidemment, il y a l'immobilier qui arrive en premier lieu, mais il y a également la bourse. Et la bourse est souvent négligée. Mais je vais vous donner un exemple, ça va vous parler. Si tu avais acheté un iPhone en 2010, la valeur de l'iPhone en 2022, d'accord, elle est de combien? Bon, après, à part si tu es un fan de iPhone, tu es un collectionneur, ça vaut quasiment 0. Mais là, on est bien d'accord qu'on est dans une logique de consommateur. C'est-à-dire, j'ai acheté quelque chose et puis voilà, j'ai consommé. Donc, j'ai acheté un iPhone et cet iPhone ne vaut plus rien. Au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est bon, c'est périmé. Maintenant, tu prends le même montant, tu prends 1000 euros environ et tu passes à investisseur. Donc, tu investis 1000 euros sur Apple, sur l'action Apple en 2010. L'action, elle devait valoir 7,5 euros, ou 5 dollars, pardon. Aujourd'hui, elle doit être à 175 dollars. Ça veut dire que 1000 dollars investis il y a 12 ans. Aujourd'hui, alors, j'ai fait les calculs, hein, c'est 22 000 dollars. Donc, si tu avais investi 10 000 dollars, ça deviendrait 220 000 dollars. Ça serait devenu, et 100 000, c'est 23 et 230 et 2,3 millions de dollars. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Consommateur, ton argent équivaut à 0 à la fin. Tu as tout perdu. Investisseur, ces 1000 dollars se transforment en 23 000 dollars et si tu avais misé plus, 10 000 ou 100 000 dollars, tu serais soit déjà libre financièrement ou multimillionnaire. Une seule action. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous allez avoir 2 grandes catégories de la population. Vous allez avoir de plus en plus les consommateurs et ces gens-là, ils seront obligés de travailler à 70 ans, 80 ans et plus, et vous allez avoir les investisseurs. Alors attention, un investisseur, c'est pas quelqu'un qui arrête de travailler à 70 ans ou 60 ans. Pourquoi? Parce que toutes les recherches le prouvent, plus tu gagnes bien ta vie, d'accord? Les recherches ont montré, aux États-Unis notamment, que ceux qui gagnaient plus de 700 000 dollars par an, ils continuaient de bosser jusqu'à 80 ans, 90 ans. Et les exemples sont nombreux. Warren Buffett, Bill Gates, Tony Robbins. Et ça, il y a plein de gens qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans. Tony Robbins est libre financièrement. Je pense qu'il doit avoir 60 ans. Et il cartonne. Grant Cardone également. Il doit être, je sais pas s'il est milliardaire. En tous les cas, Tony Robbins est milliardaire. Et il continue de bosser. Donc, on a vraiment ces 2 logiques.
investisseurs et consommateurs. Et donc, vous commencez à comprendre pourquoi j'insiste sur le fait que l'éducation financière, elle doit être de plus en plus développée. Et aujourd'hui, quand on voit qu'au sommet de la hiérarchie politique, les gens n'investissent pas réellement en bourse. C'est beaucoup d'assurance vie. C'est pas vraiment. On sent que le niveau en matière d'investissement est très très faible. On peut se poser des questions par rapport à finalement même des choses très importantes. C'est-à-dire que au lieu de promettre aux gens des retraites à 60 ans, ce qui est impossible, désolé de décevoir certains, au lieu de leur promettre des choses incroyables, il faut leur dire il faut changer de mindset. Il faut commencer à investir, il faut commencer à placer, il faut commencer à se positionner à long terme, et que le système social actuel est complètement mort et dépassé. Et donc vous voyez un petit peu pourquoi j'insiste sur le fait que par exemple Zemmour, il n'y a pas d'investissement dans l'immobilier, dans la bourse. Il y a assurance vie, d'accord, mais il n'y a pas d'investissement dans la bourse. Nicolas Dupont-Aignan, il a un patrimoine de 2 millions d'euros, 2 appartements, maison, local commercial, donc que l'investissement immobilier. Il a 7 comptes bancaires qui cumulent 26 000 euros, une œuvre d'art estimée à 25 000 euros, 69 000 euros de revenus en tant que député, 1 400 euros en tant que conseiller municipal, 1 200. Voilà. Donc, on reste sur des rémunérations qui sont correctes, mais c'est pas extraordinaire, d'accord? Et on a un patrimoine purement dans l'immobilier. Jean-Luc Mélenchon, 1,4 million d'euros. Appartement à Paris évalué à 1,2 million d'euros. Une maison dans le Loiret, 170 000 euros. Donc, on est essentiellement dans l'immobilier. Et 71 000 euros, c'est sa rémunération en tant que député. Donc, le gros de leur rémunération, c'est la rémunération de leur mandat de député. Marine Le Pen, 1,2 million d'euros. Je pensais également plus. Et donc, maison de 633 mètres carrés dans les Hauts-de-Seine, 12,5%, 3 comptes bancaires, une assurance vie pour un total de 94 000 euros, doit encore rembourser 10 000 euros à une banque hongroise pour un prêt. Voilà, idem, rien sur la bourse. Jean Lassalle, 630 000 euros, principal patrimoine, 3 maisons, 8 comptes, etc. Anne Hidalgo, 575 000 euros, c'est un bien immobilier, 1,4 million d'euros, et elle doit bien évidemment le rembourser. Emmanuel Macron, Startup Nation, 550 000 euros, 8 comptes en banque qui cumulent 472 000 euros, 4 instruments financiers s'élevant à 67 000 euros et d'une assurance vie dont la valeur de rachat s'élève à 113 000 euros. Il doit par ailleurs, donc, on voit pas de PEA, on voit pas d'investissement boursier, on voit une assurance vie. Et il a déclaré 195 000 euros de revenus en 2021 pour son poste de président de la République. Entre le début de son mandat, il a perçu 900 000 euros net, ce qui est pas mal, mais c'est vrai que on se dit, il y a un gros problème. Personne n'a investi en bourse. Maintenant, on va aller chez les Américains, chez nos amis américains. Alors, Américains, c'est différent. Donald Trump, 2,5 milliards de dollars, mais c'est le président le plus riche, d'accord? Et d'ailleurs, c'est ça ce qui l'a aidé. C'est le mec, il leur a dit, voilà, moi, je m'en fiche. D'ailleurs, je pense qu'il était même pas à la Maison Blanche. Il devait avoir une autre maison. Sa femme, elle était pas, bref. Et donc, 2,5 milliards de dollars. Après, on voit qu'il y a que des anciens présidents. Ici, que des anciens présidents. On voit le premier, c'est Bill Clinton, président contemporain. 75 millions de dollars. D'accord? C'est le pic. Alors, le pic, c'est quoi? C'est que ça peut se faire après. Et clairement, Bill Clinton, il a vendu des bouquins en veux-tu, en voilà. Il a fait des speeches pour 1 million de dollars. Genre, payez-moi 1 million de dollars, etc. Donc, clairement, 75 millions de dollars, c'est normal, mais c'est les États-Unis. D'accord? C'est très intéressant. Ensuite, en contemporain, on a Barack Obama, 40 millions de dollars. Idem. Barack Obama, 40 piges, je pense qu'il est encore en train de rembourser son crédit pour son université, lui et sa femme. Et puis président, bien sûr, ça lui a ouvert les portes. Et puis quelques bouquins, quelques speeches.
on se retrouve avec un patrimoine sympathique de 40 millions de dollars. George Bush, je pensais qu'il était plus riche que ça. 39 millions de dollars. Donc voilà, on voit que les Américains, bon, c'est pas mal. Ronald Reagan, 14 millions. Kennedy, 10 millions. Voilà, mais c'est encore une fois, c'est ancien et c'est un petit peu, voilà. Et ensuite, on voit pas mal de présidents. Et alors, le président actuel, Biden. Et alors, Biden, on parle de 9 millions de dollars. Et alors, c'est assez marrant parce que Biden, il s'est décrit comme l'homme le plus pauvre du Congrès américain. D'accord? Son salaire en tant que vice-président était de 230 000 dollars, ce qui est quand même pas mal. Et bon, c'est quand même voilà, personne âgée. Puis il a une une fortune de 9 millions de dollars. Comment? Les books, d'accord, des livres et les speeches. Et c'est la même chose. Et je vais vous dire, tous les mecs qui deviennent présidents. Alors Macron, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, Macron, si il finit sa carrière, je me fais pas de soucis pour lui. Je pense que ne serait-ce que les speeches et les conférences, etc., il va se gaver en fortune. Donc il y a beaucoup de gens qui disent, maintenant, clairement, beaucoup d'hommes politiques, notamment en France, ne gagnent pas super bien leur vie. Maintenant, voilà, c'est une autre mentalité, c'est une autre culture, etc. Mais clairement, qu'on voit le niveau et qu'on sait ce qu'ils peuvent gagner dans le privé, par exemple, Valérie Pécresse, je suis sûr que son mari gagne beaucoup, beaucoup plus qu'elle et qu'elle aurait pu gagner comme son mari. Donc vraiment, moi, j'ai envie de, quel que soit leur parti politique, etc., vraiment leur tirer chapeau parce que politique c'est pas facile et c'est pas forcément le métier qui gagne le plus, c'est le métier où tu te fais le plus insulter, c'est le métier où tu te fais le plus taper dessus, c'est un métier ingrat également parce que finalement quoi que tu fasses, les gens ne seront jamais contents et pour cause, t'es censé régler tous les problèmes du monde et c'est pas facile. Donc voilà, moi je voulais juste dire bravo pour ce qu'ils faisaient, mais les gens qui disent ouais regardez les hommes politiques ils gagnent énormément d'argent, non. Les gens qui disent ouais ils font rien c'est des feignants, non. Les gens qui disent ouais ben voilà je ferai politique, ben fais-le. Moi je ferai pas politique, d'accord, même si tu me payes beaucoup d'argent et je sais qu'ils sont pas bien payés, je ferai pas de politique parce que ça ne m'intéresse pas. Mais j'en reviens à quand même mon discours de départ qui est de dire je ne comprends pas pourquoi aucun des candidats n'a un PEA, n'a un investissement en bourse, ce qui est quand même le b.a.-ba. Et on voit le travail énorme d'éducation financière qu'il faut faire. Et on a beaucoup parlé de tout et de rien, d'accord, dans ces campagnes politiques, c'est normal. Mais très peu de gens ont parlé de voilà l'éducation financière, l'investissement, parce qu'encore une fois, on pense que les individus ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. On pense qu'il faut toujours papa, maman politique pour les aider à s'en sortir. On pense qu'il y a voilà l'État, il sera capable de tout régler. Et moi, je suis pas un homme politique, je suis un YouTuber, je suis un entrepreneur, je suis un formateur à l'éducation financière. Ma philosophie, c'est quoi? C'est que en faisant ce que je fais un peu de politique, mais sans en faire. Je suis pas les tracas des hommes politiques, mais j'ai une mission qui est quand même d'aider les gens. Et cette mission, elle est que il faut s'éduquer financièrement. Il faut se libérer financièrement. Et ce ne sont pas les hommes politiques qui vont le faire à votre place. À un certain moment, vous devez prendre votre avenir en main. Vous devez faire le nécessaire et que ce soit, voilà, quel que soit l'homme politique, il ne va pas le faire à votre place. Et j'espère ici, à travers cette vidéo, vous avoir prouvé l'importance de s'éduquer financièrement, de se former financièrement et de travailler parce que bientôt, la retraite à 70 ans, 75 ans, 80 ans, bientôt. Bientôt, la retraite, ce sera un truc du passé. Bientôt, des personnes qui ont 70 ans, 80 ans, qui travaillent, bah, ce sera normal, ce sera banal. C'est déjà le cas dans certains pays. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste ce sont des faits. Le baby boom, de plus en plus de personnes âgées qui vont arriver à l'âge de la retraite, de moins en moins de jeunes. On a un bouleversement démographique, on a un vieillissement accéléré de la population. Donc ce sont des considérations qu'il va falloir prendre en compte. Aucun homme politique n'en a parlé. Aucun homme politique, et femme politique bien évidemment, n'en a parlé. Toujours la même chose, voilà, il y a qu'à faire ci, il y a qu'à faire ça, il y a, ok, très bien, les retraites, allez, on va vous verser 200 euros, on va vous verser 300 euros, on va vous verser 1000 euros.
Mais ça suffit pas. C'est pas ça qui va, si tu arrives à 60 ans, 70 ans, qui va te sauver la mise. C'est pas ça qui va te permettre de garder ta dignité, parce que c'est pas l'argent. Hein. Il y a beaucoup de gens, ils parlent de, ouais, mais ta vie, tu parles que d'argent. Non, non, c'est ta dignité. Si t'as 70 ans, que tes enfants, tu les vois pas, malheureusement, c'est de plus en plus le cas dans les sociétés modernes. D'accord, les gens sont de plus en plus égoïstes, ils pensent à eux-mêmes, etc. Et donc ils vont pas voir leurs parents, ils vont pas aider leurs parents, ils vont régler d'abord leurs problèmes. Et donc moi, ça me fait toujours plaisir quand je vois un YouTuber qui dit voilà, j'ai acheté une voiture à ma mère ou à mon père, ou j'ai fait ceci. Pourquoi? Parce que c'est important, d'accord. Après tout, c'est pas de la politique, mais c'est juste du bon sens. Hein. Nos parents, ils ont bossé pour nous, ils ont fait des sacrifices, etc. C'est normal qu'à un certain moment, on leur rende l'appareil. C'est normal. Mais c'est vrai que comme on est trop dans l'immédiat, dans ce qui se passe aujourd'hui, on oublie les choses essentielles. Et malheureusement, de plus en plus de personnes âgées vont se retrouver seules. Elles ne vont pas avoir d'aide. Elles vont pas avoir leurs enfants qui vont les aider. Elles vont pas avoir. Et donc à certains moments, il faut vraiment se dire, au-delà du côté triste de la chose, il y a également le côté, il faut assurer ses arrières. Moi, j'avais une amie, une ex-amie, et on allait chez son grand-père. Et son grand-père, il était millionnaire, il avait une belle villa. Et tout le monde allait chez lui. Pourquoi? Parce que le mec était millionnaire. Et maintenant, si le même grand-père, il était fauché, il n'avait pas un centime, personne n'irait chez lui. C'est malheureux. C'est malheureux ce que je vous dis. Mais malheureusement, c'est la vérité. Donc, vraiment travaillez intelligemment sur votre liberté financière. Dites-moi ce que vous en pensez de ce que j'ai développé dans cette vidéo. C'est un nouveau format, un petit peu podcast, un petit peu vidéo. Dites-moi si vous avez aimé ce format. Et encore une fois, je vais bientôt, développer pas mal de vidéos ou créer pas mal de vidéos dans les prochains jours. Je suis à fond sur le nouveau programme de la TKL. Je suis en train de faire un truc énorme. Et donc, voilà, je suis à fond. Mais je me suis dit, tiens, je vais tourner cette petite vidéo pour ma communauté. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao les amis.